Il faut désormais penser ainsi. Nous vivons une guerre de croyances sur le Covid, l'Ukraine, Gaza, Wagner, le climat. Oui, ce sont presque entièrement des débats exagérés, idéologiquement exagérés, à mes yeux. La mesure, la modération et un peu de tout, ce sont plutôt mes principes. L'exclusion est la première étape de l'érosion de la démocratie. Mais même si je ne veux pas l'aborder d'un point de vue politologique, j'aimerais simplement parler de mon expérience personnelle. J'ai remarqué que lorsque l'on saute soi-même, pour ainsi dire, à travers le feu ou par-dessus le mur de feu, il y a tout simplement beaucoup de gens raisonnables de l'autre côté. Oui, c'est agréable de se voir enfin en personne, professeur Géraud. Moi aussi, je suis. Nous avons déjà eu le plaisir d'avoir une réunion Zoom il y a quelques semaines, et cette conversation a eu un impact incroyable. Elle a été visionnée plus d'1 million de fois. La vidéo principale et les courts extraits que j'ai montés à partir de celle-ci. Mais ce qui est encore plus remarquable, c'est le retour de la communauté. Il y a eu en tout 5000 commentaires et presque tous vous ont couvert d'éloges. J'ai rarement vu une telle intensité. Et j'aimerais vous en lire quelques-uns. Êtes-vous prêts? Femme intéressante et intelligente avec des idées claires. Continuez. Merci Madame Géraud, vous dites tout haut ce que beaucoup pensent. Sortir du consensus est très risqué. Vous avez plus de partisans que vous ne le pensez. Chère Madame Géraud, tenez bon, on a besoin de vous. Merci pour votre analyse et votre esprit indépendant. Grande intelligence analytique, éloquence remarquable, attrait prononcé. Madame Géraud pourrait à tout moment passer pour le prototype d'une femme idéale. Et pour fêter cela un peu, et parce que la communauté est si enthousiaste, nous vous avons préparé une petite surprise. Merci et tous mes vœux pour votre 60e anniversaire célébré il y a 4 semaines. Merci à vous de progresser avec tant de détermination et d'enthousiasme et de donner enfin une voix à ceux qui n'en ont pas. On a besoin de vous. Je tenais d'abord à vous remercier au nom de Meet Your Mentor et de la communauté. Et ceci est une sorte de cierge magique qu'on allume. Lors de la dernière interview, une citation marquante a souvent été reprise. Il vaut mieux se concentrer sur le nouveau et tracer sa voie plutôt que de lutter contre l'ancien. Nous allons donc allumer ce cierge magique et laisser derrière nous l'ancienne version de Géraud. Oui, nous sommes en train de brûler pas mal de choses de l'ancien monde. Aujourd'hui, nous sommes le 5 novembre, jour de l'élection américaine. Nous verrons ce qui se passera ce soir ou cette nuit outre-Atlantique. Donc, par ancien monde, oui, le monde des blocs, le monde de l'OTAN, le monde de l'Union européenne, je pense vraiment que nous sommes à un tournant. C'est sans doute bien de mettre certaines choses de côté pour construire du neuf. Nous en discuterons, je l'espère. Puis-je dire quelque chose qui m'est venu à l'esprit à ce sujet, s'il vous plaît? Alors, tout d'abord, Hegel, bien sûr, l'ancien doit mourir pour que le nouveau naisse, mais il y a aussi, vous savez, Joseph Schumpeter est un économiste d'il y a, je ne sais pas, du début du 19e siècle, et c'est lui qui a inventé à l'époque le concept de destruction créatrice. C'est similaire à Hegel. Il faut qu'une chose meure pour qu'une autre naisse, c'est aussi un cycle naturel. Oui, donc, même dans la nature, il faut toujours d'abord que quelque chose soit utilisé pour que les nouveaux bourgeons puissent apparaître. Je crois que c'est aussi ce que M. Hegel voulait dire. On retrouve cela chez tous les philosophes de la nature, comme Schelling, Goethe, à l'époque romantique, et dans la philosophie indienne. Oui, donc, la déesse Vinca ou le dieu Vinca est aussi, en quelque sorte, la divinité destructrice qui fait naître le nouveau. Oui, ça m'est juste venu à l'esprit maintenant. Donc, pour dire aussi que nous ne voulons pas être destructrices, c'est très important pour moi. Oui, donc, si jamais quelqu'un dit qu'on est là pour brûler un ancien monde, ce n'est pas du tout notre intention. Mais plutôt que nous comprenons simplement qu'il y a un processus, ou même une rupture, ou un mouvement contemporain vers quelque chose de nouveau. Et je crois vraiment que beaucoup de gens le ressentent ainsi. Et si c'était le cas, alors en effet. Je cherche encore ici un petit papier. Alors, il nous faut maintenant une nouvelle façon de penser, oui, pour que nous ne nous épuisions plus dans l'ancien. C'était la citation à laquelle vous avez fait référence. Cette nouvelle façon de penser vise non pas mon épanouissement, mais celui de la pensée elle-même. Et peut-être qu'il faut vraiment orienter cela dans la bonne direction, oui, et ce serait alors la tâche du moment, oui. Donc, en ce sens, c'est vraiment passionnant.
J'ai parlé avec votre collègue ou assistante, Suzanne, et Suzanne a dit surtout pas de chou rave ou de choses vertes, sinon elle s'enfuit. Et c'est pour ça que j'ai finalement choisi un cheesecake à la fin de la journée. C'était le contexte. Ah d'accord, oui. Je vais aussi revenir tout à l'heure sur ce que vous avez dit. Mais c'est vrai que je n'ai aucune idée, enfin, je ne suis pas vraiment si saine que ça. Saine dans le sens où je fais toujours attention à ce que je mange. C'est toujours bio et c'est toujours de la salade ou équivalent. En fait, j'aime bien manger des sucreries et par exemple, j'aime tout simplement manger de vieux plats traditionnels. Donc tout ce qui est mijoté longtemps, oui, portefeuille ou paella ou purée de pommes de terre ou ce genre de choses, oui. Et je remarque bien sûr que ces plats-là, ou les roulades de choux, ou tout simplement des choses comme la soupe de lentilles qui mijotent longtemps dans une marmite, oui. Ou la cuisine indienne, les... Dal, par exemple, des plats à base de dal, oui, c'est lié à mes expériences avec le chou rave. À Berlin, il faut souvent redemander, car vous auriez pu, oui, j'ai entendu dans un podcast que vous faites beaucoup de yoga. Certains sont vraiment hardcore et choisissent une alimentation très radicale, etc. Non, je ne suis pas orthodoxe, je fais du yoga et dans mon école, beaucoup de gens sont véganes. J'ai aussi été végane temporairement. En 2016, j'ai été crudivore 4 ou 5 mois, d'avril à septembre, ne consommant que des smoothies et similaires. En novembre, en Autriche, il faisait froid et tout le monde mangeait des schnitzels. J'ai alors abandonné le crudivorisme. Oui, je pense qu'on peut tenter des expériences. C'était une bonne expérience. Oui, donc ces 4 mois de crudivorisme ont été une expérience. On se rend compte que c'est vraiment possible. On peut le faire, on a plein d'énergie. Oui, parce qu'en fait, on boit seulement environ 1 litre de ce genre de smoothie pendant la journée. Donc je ne voudrais pas non plus manquer cette expérience. Mais je ne suis pas orthodoxe. Et ce sentiment que j'aurais une orthodoxie à laquelle je devrais toujours me tenir, sans exception, c'est ça l'orthodoxie. Je suis catholique, donc on peut faire des erreurs et les confesser. Et le catholicisme signifie plutôt qu'on fait toujours des efforts pour ne pas faire d'erreurs. Mais si jamais on fait une erreur, donc qu'on n'est pas orthodoxe, qu'on s'écarte de l'orthodoxie, parce qu'aujourd'hui, j'ai envie d'une cigarette, demain j'ai envie d'un verre de vin, et ainsi de suite, ou j'ai envie de sucre, qu'on se pardonne ses erreurs, je pense que, enfin, pour moi, c'est comme ça. Reichelt, Verhagen, oui, je laisse la vie pleuvoir sur moi. Oui, c'est-à-dire comme ça vient, et je pense que ce qui me caractérise plus que l'orthodoxie, c'est justement ça, comme ça vient. Si je peux boire du champagne, j'en bois, sinon je ne regrette rien. Et oui, je trouve aussi intéressant que dans les époques précédentes, par exemple, nous avions ces termes pour cela. L'œuf du dimanche, la poule au pot, et là c'était clair, 6 jours par semaine, c'est de la soupe de lentilles, oui, ou de la bouillie d'avoine. Mais le dimanche, c'est la poule au pot, il y a la poule au pot. Henri IV en France, c'est cette promesse, la poule ou l'œuf du dimanche dans la marmite. Alors tu me dis, bah d'accord, je peux, 1 fois par semaine, j'ai un œuf du dimanche. J'ai mon œuf? Oui, mon œuf. Mais je ne suis pas obligée de commencer chaque jour avec 3 œufs brouillés, je n'en sais rien. Oui, et je pense que là. Donc c'est un peu entre les deux. C'est ce que la source m'apporte, d'avoir une certaine modération dans toutes les choses, mais pas d'orthodoxie. Je trouve cela important. Les mots, jamais et à toujours, me mettent trop la pression, c'est terrible. C'est terrible, littéralement inhumain. Oui, et l'orthodoxie, c'est nous sommes. On parle de beaucoup de choses, mais on reste orthodoxe. Oui, nos débats, ils sont orthodoxes. Ces discussions idéologiques relèvent aussi de l'orthodoxie. Tu dois penser ainsi maintenant. Nous vivons une guerre de croyances sur de nombreux sujets. Corona, Ukraine, Gaza, Wagner, climat. Oui, ce sont des débats idéologiquement exagérés selon moi. On pourra peut-être nuancer cela plus tard. Et en ce sens, ces débats sont orthodoxes. Oui, donc, celui qui n'y croit pas ou qui ne veut pas mener ces débats de cette façon, eh bien, il est exclu de l'orthodoxie et il est aussitôt, pour ainsi dire, banni dans une sorte de guerre de croyances. Oui, et en ce sens, la mesure, le juste milieu, la modération et un peu de tout, ce sont plutôt mes principes. Voilà. C'est beau. Moi ? La semaine dernière, pour y revenir brièvement, j'ai interviewé Daniel Eganser. Je trouve Daniel Eganser incroyablement inspirant parce qu'il est tellement ferme et qu'il défend des thèses courageuses à notre époque et il représente l'exemple opposé de l'orthodoxie. Et rarement j'ai rencontré autant de résistance avant une interview.
Je l'ai simplement posté de temps en temps et j'ai vu ce que la communauté en pensait et si elle avait des questions à me poser ou si je devais me poser des questions particulières. Et des journalistes m'ont contacté en privé pour me demander de ne pas lui offrir de plateforme. Des connaissances m'ont contacté, trouvant cela très problématique, que je donne la parole à une telle personne qui serait soi-disant très manipulatrice et vraiment très intelligente et qu'on ne peut pas vraiment lui tenir tête. Ils trouvaient ça horrible que je l'ai invité, d'une certaine manière. Il y avait un vidéaste qui a refusé la mission parce qu'il savait que j'avais l'intention d'interviewer Daniel Ganser. Et puis j'ai eu une sorte de période intermédiaire. Quelle est la raison pour laquelle tu ne veux pas être associé à Daniel Ganser ? Et puis la réponse a été toute simple. J'ai lu sa page Wikipédia et il est écrit théoricien du complot et je ne veux pas que ma carrière soit associée à ce genre de choses. Donc c'était de la culpabilité par association. Et j'ai trouvé que les méthodes de l'usine à consensus, elles produisent un certain effet. Parce qu'il y a des gens qui lisent théoriciens du complot, qui lisent médias alternatifs. On ne discute plus de l'argument en lui-même. On ne regarde plus que ces termes-là. On se retire aussitôt, la personne déjà jugée. J'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, la fabrique du consensus et aussi le discours sans domination de Habermas. Je suis d'accord avec vous. De plus, la question est, quelle sorte de source est Wikipédia ? Oui, donc, Wikipédia est apparemment une source où l'on est censé apprendre ce qu'il faut savoir sur quelqu'un. Oui, mais ce n'est peut-être justement pas vrai. Je n'ai pas lu ma page Wikipédia depuis 2 ans, car je ne veux pas savoir ce qui y est écrit. Je suppose qu'il y a des écrits sur moi où je me demanderai « M'avez-vous demandé ou non ?» C'est une façon de cadrer les choses et un instrument de pouvoir. Ainsi, affirmer que les mots sont des instruments de domination est déjà essentiel. Même le terme de théorie du complot en soi est en fait, je dirais, assez idiot, oui, parce que le complot, c'est ce qu'on appelait autrefois une hypothèse en science. J'ai une hypothèse de travail, j'ai une supposition que les choses pourraient être différentes. Oui, j'ai une présomption et il est légitime d'avoir des suppositions. Si vous êtes dans une brigade criminelle et qu'on vous dit « voilà sûrement le meurtrier, il avait le meilleur mobile », c'est souvent ainsi. Tout enquêteur le sait, on se dit « eh bien, celui que je ne soupçonne pas directement, oui, peu importe, enfin, la brigade criminelle enquête dans toutes les directions et très souvent il s'avère que celui qu'on soupçonne immédiatement n'est pas du tout le meurtrier ». Oui, voilà, c'est ça. Juste pour dire que la notion de présomption, la notion d'hypothèse a été retirée du discours et que la notion de théorie du complot a été introduite à la place. C'est un instrument de domination, tout comme les termes négationnistes du coronavirus ou pacifistes de pacotille, des constructions linguistiques faites pour discréditer les gens à l'avance. Je ne parle ni à cette pacifiste de pacotille, ni à cette négationniste du coronavirus. Et ces termes, ce sont des instruments de domination établis. Et je pense qu'il faut vraiment aller en profondeur. Oui, donc je crois que la tâche consiste à plonger en dessous. Vous avez mentionné le cordon sanitaire et la culpabilité par association. Eh bien, j'ai pu acquérir beaucoup d'expérience à ce sujet au cours des 2 dernières années. Et l'expérience que j'ai acquise, c'est que lorsqu'on se lance, donc vraiment au sens humaniste ou chrétien, il suffit parfois simplement de rencontrer la personne, de la regarder dans les yeux et de lui serrer la main. En général, il se passe quelque chose. L'appel à tous ne peut être que celui-ci. Traversez donc le mur de feu, oui, et vous verrez qu'il ne brûle pas. Hormis le fait qu'on pourrait en débattre politiquement, les murs de feu sont contre-intuitifs pour une démocratie. L'exclusion constitue la première étape de l'érosion démocratique. Même sans en tenir compte maintenant, je ne veux pas l'analyser politiquement, mais juste partager mon expérience personnelle. Au cours des 2 ou 3 dernières années, beaucoup de choses ont changé pour moi et j'ai vu beaucoup de choses sous un nouveau jour. J'ai aussi été exclue et accusée par association. Et j'ai aussi une mauvaise page Wikipédia, ce qui m'a fait réaliser qu'en quelque sorte, quand on, saute soi-même à travers le feu ou franchit le mur de feu. De l'autre côté, il y a tout simplement beaucoup de gens raisonnables et quand on leur parle et qu'on leur serre la main, il se passe exactement cela, on parlait de toi dans le journal, mais en réalité, tu es très différente. En fait, tu as de beaux yeux, en fait, tu dis des choses assez sensées. Donc, ce que le journal disait sur toi n'est peut-être pas vrai. Et pourquoi tant de gens se laissent-ils impressionner par ça ? Oui, et je trouve ça très important, surtout maintenant, à cette époque atomisée, où cette histoire de Corona nous a tellement éloignés les uns des autres. Et comme nous ne percevons la réalité en grande partie que par Zoom, TikTok et des écrans, c'est d'autant plus important.
Il s'agit de passer du numérique à l'analogique, puis mentalement de dépasser les concepts de mur de protection, de culpabilité par association et de cadrage, donc vraiment de les dépasser. Qu'on sorte de là en disant « ce mur de protection est une chimère et je vais le traverser et je vais te tendre la main ». Oui, et à la fin, quand on est humaniste, ou même, peu importe, religieux par exemple, on ne peut que le constater. Tous les humains naissent libres et égaux en droit et dignité. Cela veut dire qu'on en revient à un critère d'évaluation très humain de l'autre. Et l'évaluation de l'autre n'est pas. As-tu une culpabilité par association ou es-tu une populiste? Ou quoi? Es-tu noire ou es-tu une femme? Ce sont aussi tous ces autres cadrages. Es-tu diversifiée donc bonne? Ou queer donc bonne? Si tu n'es pas queer, tu n'es pas bonne, mais que nous nous rappelions simplement des critères de décence, d'honnêteté et d'humanité. Chacun peut le constater dans les relations humaines. Nous devrions donc entrer dans une nouvelle ère commence, marquée par des ruptures. Que se passe-t-il actuellement? Je pense que nous devons revenir à une base très fondamentale où nous jugeons l'autre selon ce qu'il fait, ce qu'il accomplit et ce qu'il dit, et non pas selon ce qui est raconté à son sujet. Oh, Daniel Ganser, culpabilité par association, théoricien du complot, mais on l'écoute. Voilà ce qu'ils ont fait en ce sens. Merci pour cela. Et complot est le mot des autres, donc c'est peut-être un terme utilisé pour dominer. Oui, il est crucial de ne pas déjà utiliser ce terme, sinon on peut l'aborder avec un peu d'ironie. Toi aussi, mon fils Brutus, ainsi s'est déroulée la première conspiration mondiale chez César. Traduire que derrière ce qu'on appelle une conspiration, si on traduisait cela, donc que derrière certains événements historiques, il y a des acteurs, des personnes et des motivations. Qu'est-ce que l'histoire, sinon cela? Croyons-nous vraiment? L'histoire tombe-t-elle du ciel? Pense-t-on qu'une guerre en Ukraine survient sans raison? Soudain, des gens ont dit « Oh, on va faire la guerre ?» Ou pouvons-nous encore supposer que derrière une guerre, il y a une planification, une préparation des motifs, des intérêts et des acteurs? Et si nous analysons tout cela de manière rationnelle, nous sommes les acteurs, nous sommes les destinataires, nous sommes les motifs, et ainsi de suite. Alors personne ne peut ne plus évoquer de complot, ni personne qui s'exprime comme moi. Je veux comprendre Poutine, surtout si je veux la paix, mais même si je veux faire la guerre contre lui, je devrais mieux comprendre Poutine. Clausewitz a dit « Comprends ton ennemi », mais pour faire la paix, il faut comprendre Poutine. Alors, personne ne peut dire que Giraud est une complotiste simplement parce qu'elle reprend un récit russe. Rien que ça, encore une fois, on reste bloqué sur l'idée d'un instrument de domination, d'un récit russe. D'une part par empathie, d'autre part de façon analytique, et troisièmement, de manière rationnelle, je veux comprendre qui est ce monsieur Poutine. Dois-je penser qu'il est comme Hitler et veut conquérir l'Europe jusqu'au Portugal? Ou bien j'écoute ses discours, j'observe ses actes et je me demande quels sont ses motifs. C'est un intérêt original et rationnel sur un continent qui se dit « Europe, cogito ergo sum ». Je pense donc je suis celui qui a inventé le choix rationnel, celui qui a inventé l'herméneutique. Une discussion n'existe que si je pars du principe que l'autre pourrait fondamentalement avoir raison, sinon je n'ai pas besoin de discuter. Je peux alors dire, je le dénigre, Poutine est comparé à Hitler, je n'ai même pas à l'écouter. Quelqu'un a fait la blague de demander à Chat Generative Pre-trained Transformer de faire un discours de Poutine. Je ne l'ai pas fait, je peux seulement le raconter. Je ne l'ai pas vérifié non plus, je le précise tout de suite. Mais apparemment, demandez à Chat Generative Pre-trained Transformer, est-ce que Poutine a déjà menti? Apparemment, Chat Generative Pre-trained Transformer répond, non, il ne l'a pas fait. Ce qui ne veut pas dire que Poutine est bon, cela veut seulement dire qu'il fait ce qu'il annonce et qu'il est peut-être un chef de guerre brutal ou qu'il a une stratégie, ça je ne le dis pas. Ce que cela veut dire, c'est seulement qu'il est rationnel et qu'il est très clair dans ce qu'il fait. Il dit, si vous placez des missiles à moyenne portée, je pourrais voir cela comme un acte de guerre, puis il y aura des conséquences. C'est une démarche rationnelle que nous ne voulons pas juger de manière normative pour l'instant. Donc tout cela, pour prendre un peu de recul, nous montre que ces 2 ou 3 dernières années, tout a commencé avec le Covid. Dans une jungle mentale, on pourrait presque dire comme si l'on avait
pour ainsi dire, vraiment enrouler des lianes autour de nos têtes, que nous nous sommes perdus dans une confusion conceptuelle, comme si nous étions dans une jungle conceptuelle. Pour moi, c'est la pire chose de notre époque. Cela vaut pour tous les débats, en particulier ceux qui polarisent la société en ce moment. Climat de débat Vognis, qu'est-ce que la vraie science, la théorie du complot, les penseurs dissidents, tous ces sujets, c'est vraiment la matrice, oui, pilule rouge, pilule bleue, et c'est vraiment Orwell 84. Ces expressions linguistiques, ces confusions, il faut en sortir. Il faut qu'on en sorte. Et en fait, je vais anticiper un peu, mais je pourrais en parler tout de suite. Je pense aussi créer ma propre chaîne YouTube et mon format. Et l'un des formats auxquels j'ai pensé, c'est justement celui-ci, l'explication des termes. Qu'est-ce que le socialisme? Qu'est-ce que le capitalisme? Qu'est-ce que libertaire? Qu'est-ce que libéral? Qu'est-ce que conservateur? Qu'est-ce que la droite? Qu'est-ce que l'extrême droite avérée? Oui, c'est aussi un de ces beaux termes, extrême droite avérée. Donc, les services de protection de la Constitution ont confirmé que cette personne est d'extrême droite. Voilà, oui, et parce que nous exhibons tout cela devant nous comme une sorte de relique. Il y a un graphiste ici, il a dit « Est-ce que je peux maintenant Daniel Eganser ?» Je ne peux même pas l'écouter ni me confronter à lui. Mes salutations, mais c'est vraiment pitoyable. Vous avez mentionné Chat Generative Pre-trained Transformer. Et avant l'entretien, j'ai aussi interrogé Chat Generative Pre-trained Transformer sur le phénomène Ulrike Guérot. Et jusqu'à il y a quelques années, vous étiez considérée comme la penseuse de référence en ce qui concerne l'intégration européenne et la démocratie. Vous étiez une invitée très appréciée. Vous avez eu énormément de temps d'antenne chez Markus Lanz, Ilna et Mayberger et tous les autres. Là, vous aviez des articles sur plusieurs pages et étiez une voix très respectée. Maintenant, d'une certaine façon, vous vous êtes retrouvés. Le coronavirus a commencé avec vous, puis l'Ukraine. Avez-vous rempli votre devoir scientifique? Avez-vous posé des questions critiques? Et soudain, du jour au lendemain, vous êtes devenu persona non grata et vous avez été violemment diffamé et attaqué de toutes parts. Comment quelqu'un qui s'est construit une réputation et une estime pendant des décennies gère-t-il une telle destruction de critique and bulldozer? Alors, mettons un peu la dernière question de côté. J'y reviens parce qu'il y a quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Beaucoup de gens le perçoivent là comme ça maintenant. Avec le Covid, tout a changé et puis le bulldozer est arrivé. J'aimerais raconter qu'en fait, j'ai été virée en 2013. Oui, enfin, je veux dire, si vous voulez. Awakening. Oui, donc disons qu'on travaille dans appelons ça un système ou un environnement où il y a certaines choses auxquelles on croit et on y croit sincèrement. Oui, donc en 1992, à l'âge de 27 ans, j'étais collaboratrice au Bundestag allemand. J'ai vécu de près le traité de Maastricht et les années 90, mon sujet étant l'Europe. Entre le Bundestag, puis j'ai travaillé avec Jacques Delors, qui était l'ancien président de la Commission. J'ai rencontré Mitterrand, Jean-Claude Juncker, je les connais tous. Oui, donc nous étions dans les années 90, à une époque où les choses étaient différentes. Et quand j'ai effectivement, on peut dire naïvement, cru en l'Europe, mais c'était aussi une autre époque où tout le monde y croyait. Oui, les années 90 étaient différentes. Nous avions un projet de construction nommé l'Europe, auquel nous avons participé. Et comme je l'ai décrit dans Fin de partie, il y a 2 ans, c'est ce qui s'est passé. Au début, donc la guerre de Yougoslavie, je l'ai aussi un peu, je dirais, je ne veux pas dire ignoré, mais là, je n'étais pas encore, disons, si vous voulez, je n'étais pas encore vraiment éveillée. Oui, mais ensuite, il y a eu 2001, 2, 3 et 4. Ensuite, d'accord, il y a eu Poutine au Bundestag, puis l'euro en 2002, qui n'est pas devenu ce qu'il aurait dû, car trop néolibéral, etc. Très allemand. Même l'euro, oui, donc, il devait s'appeler EQ, puis euro, avec la Banque centrale à Francfort. Créer cet euro n'a pas été facile, et il n'était pas conçu comme prévu, puis il y a eu la Constitution européenne en 2003 qui a échoué, puis l'élargissement à l'Est. C'est-à-dire, ce que je veux raconter, c'est que tout ce que nous avions planifié dans les années 90 s'est passé autour du millénaire. Entre 2001 et 2005, le nom français au traité constitutionnel a tout changé. Comme si l'Europe n'y était pas arrivée, ou comme si l'Europe s'était égarée, ou comme s'il y avait eu, je dirais, des interférences. Oui, il y en a eu dans le livre que j'ai coécrit avec Hock Ritz, Fin de partie pour l'Europe.
Nous l'argumentons et nous le prouvons aussi empiriquement qu'il y a bien sûr eu aussi des perturbations américaines. L'Europe est en quelque sorte à son apogée. Nous rédigeons une constitution, créons notre monnaie, élargissons à l'Est et coopérons avec la Russie. Si vous êtes à Washington, vous ne trouvez pas ça si génial? L'Europe était en quelque sorte le protégé des États-Unis après la Seconde Guerre mondiale et a été soigneusement soutenue. Et tout à coup, nous nous lançons dans l'émancipation, dans la Constitution, dans notre propre monnaie, etc. Et puis tout cela échoue. Je veux expliquer pourquoi j'ai été critiquée à propos des bulldozers en 2003. J'ai commencé pendant la guerre d'Irak à dire que ce n'était pas vraiment vrai et à voir les choses autrement. Ensuite, il y a eu le nom français à la Constitution, puis la crise bancaire. Donc je dirais que les années 2003 à 2013, mes doutes grandissaient. Déjà à l'époque, j'avais le sentiment que ce qu'on me racontait et ce en quoi je croyais ne correspondait plus à ce qui se passait. À l'époque, j'étais une jeune mère élevant seule 2 enfants. On ne peut pas simplement quitter son travail comme ça. Juste parce qu'elles ont l'impression qu'il y a une sorte de décalage avec leur travail, disons, et la façon dont les choses sont négociées là-bas, et ce qu'elles observent réellement, à savoir qu'est-ce qui se passe exactement. Oui, alors, par exemple, l'Europe a été divisée en 2003 avec cette idée de la nouvelle Europe et de la vieille Europe. Oui, où l'Europe a été divisée à propos de la guerre en Irak. Et les nouveaux Européens, donc les Européens de l'Est, alors avec Washington contre Schröder et Chirac, qui ont dit un instant à propos de la guerre en Irak. Je ne suis pas convaincu. Vous vous souvenez de cela, n'est-ce pas? Et on pouvait suivre tout cela. Mais comme je l'ai dit, ils ne quittent pas encore leur poste, donc chacun a, comme vous dites, doit payer son loyer. Mes 2 fils vivaient encore chez moi. Et puis la crise bancaire est arrivée. Et en fait, pour moi, la crise bancaire, c'était le moment où je me suis dit, les gars, vous n'allez pas me faire croire ça. Les Grecs paresseux, les Français incapables de changer. Je connais bien la France, j'y ai vécu 10 ans. Les Italiens paresseux, bref, tout le monde. Tout à coup, cette mentalité allemande était de retour. Le frein à l'endettement, nous, on a tout bien fait. Les Français ne savent pas se réformer, les Grecs sont paresseux. Cette crise bancaire, celle-ci aussi, ça m'a tellement choqué, ce chauvinisme qui était soudainement de retour. Et tout à coup, tout était contrecarré. En tant qu'Européenne, dans les années 90, puis 2000, malgré des restrictions, j'y ai cru et travaillé. Pour moi, la crise bancaire a été une bouée de sauvetage. Et ensuite, j'écris, et c'est important maintenant, j'écris le 24 mars 2013 un article dans la Frankfurter Allgemeine Zeitung sur pourquoi l'Europe doit devenir une république. Parce que j'ai vu tout le système, cette crise bancaire, ces écarts de taux d'intérêt, ce système qui tourne en rond et rejette toute la faute sur les Grecs paresseux, alors qu'en réalité, c'était une crise bancaire américaine. Mais à l'époque, on avait aussi un récit, une domination de l'interprétation selon laquelle les Grecs paresseux étaient responsables de tout. Nous n'avons pas évoqué les banques régionales, étaient mais celles qui avaient un peu causé la crise bancaire, les actifs toxiques américains, etc. Pendant la crise bancaire, j'ai vu l'écart entre la réalité et les discours, car je connaissais bien le sujet. En Europe, j'ai vu. Ensuite, j'ai écrit cet article en mars 24, d'ailleurs, déjà à l'époque sur Internet. À l'époque, ce qui m'a marqué, ce sont les commentaires, notamment « va cru à la guillotine ». Et avez-vous pris du lysergique acide diéthylamide quand vous avez écrit ça? Oui, parce que l'idée, elle était tellement folle. L'AfD venait d'être créée. On parlait alors de Dexit et de sortie de l'euro. Et j'ai écrit l'article inverse, j'ai dit non, nous devons démocratiser l'Europe. L'Europe doit devenir une république. 2013, oui. Et ce 24 mars, j'ai pu encore écrire cela dans la Frankfurter Allgemeine Zeitung, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Oui, après cela, je pense que j'ai eu ce qu'on appellerait aujourd'hui mon premier bad buzz. En 2013, je n'y étais pas encore habituée. Oui, 2 mois plus tard, je suis licenciée par le Conseil européen des relations étrangères. C'était le groupe de réflexion où je travaillais alors. Nous voulions en fait une Europe forte. Nous voulions construire l'Europe, comme un contre-pouvoir face aux États-Unis. Nous voulions une Europe. L'état de droit, la bonne gouvernance et le service européen pour l'action extérieure étaient pour moi essentiels. Oui, voilà. Et en juillet, je suis licenciée et à l'été 2013, je me retrouve effectivement au chômage pour la première fois. Donc, en ce sens, j'ai un déjà-vu parce qu'en fait, ce qui m'est arrivé en 2022 m'était déjà arrivé en 2013. Personne ne l'a vu, je n'étais pas connue, c'était dans une communauté restreinte et ça n'a intéressé personne. Soyons lucides. Oui, la crise bancaire a été abordée dans le Handelsblatt, mais Liche Müller ne s'y est pas intéressé. Et puis,
j'ai effectivement été au chômage pendant 3 ans. Et pendant ces 3 années-là, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai étudié l'Union européenne. Je l'ai déconstruite en disant, les gens, ça ne marche pas ainsi. Il y a un déficit démocratique, etc. À cette époque, j'ai fondé le European Democracy Lab, le laboratoire pour la démocratie européenne, parce que c'était justement ce qui manquait, oui, que l'Europe n'est pas démocratique. Sous la férule allemande, nous avons montré aux Grecs je ne sais quoi. Pendant ces années, j'ai encaissé 2 assurances-vie, donc côté finance, voilà. Heureusement, mes enfants étaient partis de la maison en 2013, puis j'ai encaissé mon assurance-vie. J'ai créé ce European Democracy Lab. Et je dirais, avec le recul d'aujourd'hui, j'ai vécu la meilleure période de ma vie. J'avais déjà fait l'expérience que lorsqu'on s'oppose complètement au courant dominant avec un livre et qu'on dit « l'Union européenne non, l'Europe doit changer », on se fait exclure puis on prend d'abord 3 ans. Avec ses propres assurances-vie. C'est un peu si on ne peut pas le prendre à la légère désagréable. Oui, voilà. Et si on est persévérante, on revient. Et en fait, mon plus grand espoir est de réussir à nouveau, car avec le Covid, j'ai été mise dehors une 2e fois. Oui, c'est à cause du livre sur le Covid qui se tait, approuve. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'il est en train d'être traduit en italien et qu'il a déjà été traduit en hongrois. Le livre n'est peut-être pas si bête. Concernant le Covid, pour régler ça vite, toute personne éveillée a désormais compris ce qui s'est passé. Pour les cas du RKI, il suffit de regarder sur Internet. Le récit est en train d'être déconstruit, donc aujourd'hui nous savons bien. Statistiquement, l'AfD, oui, ceux qui franchissent le cordon sanitaire, il y a quelques jours, a organisé une audition au Bundestag, accessible à tous, avec divers scientifiques et l'Office fédéral de la statistique. Il n'y a pas eu de surmortalité en 2020 et après, donc si nous restons sobres, si nous restons analytiques, alors nous devons regarder de quoi il s'agissait dans ce récit. Mais je vais continuer. En tout cas, c'est grâce à ce livre sur le corona que l'on m'a contacté. Ce livre m'a rendu célèbre, mais Corona fut pour moi une œuvre exceptionnelle, un accident de parcours. En fait, je travaille normalement sur l'intégration européenne. Je ne pouvais tout simplement plus le supporter, regarder ça comme ça, et puis j'ai réagi assez vite, après Corona. Et maintenant, nous arrivons au bulldozer. J'ai écrit Fin de partie Europe en octobre 2022. Ce livre fut aussi un best-seller. J'ai écrit 2 best-sellers en 1 an, mais Fin de partie est sorti le 24 octobre 2022. Et 1 semaine plus tard, l'Université de Bonn a publiquement pris ses distances avec moi. Avec une telle déclaration où mon nom n'apparaissait pas, tout le monde savait déjà que l'Université de Bonn parlait de moi. Parce que dans 6 journaux nationaux, comme la Süddeutsche, la Frankfurter Allgemeine Zeitung et ainsi de suite, cela a été rapporté en me concernant, donc tout le monde savait, voilà. Mais il n'est pas habituel que les universités prennent leur distance avec quelqu'un, et encore moins avec leurs professeurs lorsqu'ils écrivent un livre. Oui, ce n'est pas le rôle de l'université. Je n'écris pas mes livres sur commande de l'université, mais je les écris en tant que professeur, au nom de la liberté académique. Et je ne les écris pas, pour ainsi dire, ni sur commande, ni au nom de l'université, c'est très important. En ce sens, c'est vraiment très intéressant. Un cas intéressant, oui, d'ailleurs, aussi relativement unique dans l'histoire des universités allemandes. Alors, et après, ça a commencé, donc après ce que vous venez d'appeler le bulldozer, c'est là que tout a commencé. Ce n'était pas agréable. Je peux citer 2 éléments pour clarifier le contexte. Le premier contexte, c'est que début août, on m'a effectivement signalé quelque chose par un bon ami qui, je dirais, a affaire au service, oui, qui m'a invité à prendre un café. Il m'a dit « Ulrike, fais attention à toi ». J'ai demandé pourquoi. Je n'ai ni fonction, ni mandat, ni argent, ni pouvoir. Pourquoi devrais-je faire attention à moi ? Oui, le livre sur le corona et maintenant il y a ce livre sur la phase finale, c'était déjà annoncé. De quoi traite le livre sur la phase finale ? Je viens de parler de la République européenne et c'était un livre dont le sujet principal était de dire que le système institutionnel de l'Union européenne doit changer. Ça ne peut pas continuer comme ça, il doit devenir démocratique. Et le livre Endspiel, qui est en fait le 2e livre sur l'Europe, dont la thèse centrale est et dans lequel j'argumente. Dans les structures transatlantiques actuelles, l'Europe ne peut pas s'émanciper. L'Europe doit s'émanciper, sinon nous risquons une
otanisation de l'Union européenne et, à cause de la guerre en Ukraine, l'Europe sera divisée en tant que continent. J'avais travaillé avec la plus vieille carte de l'Europe, qui date de 1534. Là, cette belle Europe est représentée, elle est donc disposée de façon horizontale. Et la tête, c'est l'Espagne, elle tombe presque dans l'Atlantique et porte une couronne. Et puis, ce qui est très intéressant, ce sont les deux bras, l'Italie d'un côté, le Royaume-Uni de l'autre, la France comme poitrine, l'Allemagne comme cœur, et l'Europe. Une grande robe longue, et la robe s'arrête juste avant Moscou, et Istanbul est encore dedans. Istanbul, ville européenne, voilà. Et tous les peuples de l'Europe, donc les Bulgares, les Roumains, les Croates, les Grecs, ils sont tous en Europe. Oui, c'est une belle carte. Découverte en 1534 à Retz, en Basse-Autriche, d'ailleurs à 40 km de l'université où j'ai enseigné. Ce n'est peut-être pas un hasard. Quand la carte a été découverte, j'étais professeur en études européennes en Basse-Autriche et j'ai eu l'honneur de l'inaugurer. Oui, elle a été retrouvée à 40 km. Revenons au sujet. Le point, c'est que dans ce deuxième, avec cette carte, je voulais montrer que l'actualité de la guerre en Ukraine y conduit. Que nous, c'est pour rester dans l'image, l'Europe, la belle Europe, l'Europe sur le taureau. Oui, la princesse phénicienne que nous, sous le nombril, que nous la coupons avec une ligne dure de l'OTAN, avec une sanction contre la Russie. Mais sur la carte, cette Europe a les pieds fermement posés sur le sol russe. Donc elle se tient sur le continent eurasien. Ensuite, dans le livre, pour rester dans l'image, j'ai argumenté que si on coupe l'Europe ici, alors aucun tronc ne survit. Le tronc tombe alors dans l'Atlantique. Là, nous sombrons, nous avons besoin d'un changement de cap. Oui, cela veut dire que nous devons réfléchir à ce à quoi nous avons déjà réfléchi. Vers une architecture de sécurité européenne, une paix avec la Russie, le continent eurasiatique et son organisation politique et institutionnelle. L'Europe ne peut être qu'un simple vestige atlantique. Et c'était en quelque sorte mon argument, après avoir déjà dit dans La République que l'Europe, l'Union européenne doit complètement changer ses structures internes. J'ai maintenant écrit ce livre. L'Europe doit aussi s'émanciper en politique étrangère et se réorganiser entièrement. Oui, c'est intéressant. Donc, je ne peux méditer cela que maintenant. J'ai donc parcouru l'Europe, intérieurement et extérieurement, refusant l'Union européenne mais disant oui à l'Europe. Et après chaque livre, je suis licenciée, donc en 2013 pour le premier et en 2022 pour le deuxième. Oui, c'est assez intéressant, n'est-ce pas? Donc, j'avais déjà vécu cela en 2022, j'avais déjà vécu cela en 2013, mais je dois vraiment dire que c'était bien plus brutal. D'une part, parce que j'ai 60 ans et plus 50, donc la question se pose aussi, à quel âge de votre vie est-ce qu'on vous brise réellement votre vie? Brisé, oui, donc du jour au lendemain, plus de salaire, mais tout le monde imagine. Le licenciement a eu lieu en février 23 et en mars 23, je n'ai plus reçu de salaire. Tout le monde a des frais courants. On ne peut même pas se retourner ou économiser sur le café aussi vite qu'on tombe soudainement dans un piège à dette. Oui, ce n'était pas une partie de plaisir. Les conséquences sur la famille, la honte devant les enfants. Qu'est-ce qui arrive à maman? Là, oui. Les amis qui s'éloignent soudainement, oulala, personne ne veut être entraîné dans la tourmente. Oui, eh bien, c'est un peu comme cette citation de Hannah Arendt. En pleine crise, ce qui te manque le plus, ce ne sont pas les mots de tes ennemis, mais ceux de tes amis. Je l'ai aussi appris à mes dépens. Tout à coup, j'avais une exposition publique. Des gens que je ne connaissais même pas m'ont appelé, pensant que nous avions parlé ensemble. Question. Oh, je suis vraiment désolée. Que vous est-il arrivé? Ou qui m'ont écrit des cartes, ou qui ont gentiment préparé des biscuits de Noël, ou tricoté des chaussettes. Vraiment très mignon. Oui, à ce stade, je voudrais vraiment remercier chaleureusement tous ceux qui étaient là dehors comme public attentif et qui m'ont vraiment gâté. Oui, avec des cadeaux, des chaussettes faites main et des biscuits de Noël. Mais au début, j'étais dans un moment où je devais tout comprendre. Que se passe-t-il ici? Donc, je suis exclue du système, on me licencie, je n'ai plus d'argent, mes amis s'éloignent de moi, mes enfants sont déconcertés, je suis aussi déconcertée. Je suis de toute façon déconcertée parce que je me demande, que se passe-t-il là-bas? Je n'ai fait qu'écrire un livre. Oui, et maintenant, il y a eu, bien sûr, le licenciement. Il faut qu'on explique ça aussi.
à cause d'une accusation de plagiat. Oui, à ce sujet, je ne peux qu'inviter les gens à aller sur mon site internet. Oui, j'ai mis en ligne tous les textes possibles à ce sujet. J'ai aussi rendu public mes erreurs. J'ai créé un site d'information où chacun peut voir les types d'erreurs. Puis, je répète la phrase catholique, que celui qui est sans faute jette la première pierre. Mais les 2 passages décisifs dont il s'agit, je les ai vus moi-même en 2016 dans ce livre sur la République. Je me suis moi-même excusée auprès des personnes concernées, donc je dirais que les accusations de plagiat étaient, comme je l'ai aussi argumenté devant le tribunal, un prétexte. Mais je demande à chacun de se faire sa propre opinion. Tout cela, comment dire, oui, donc traverser ce moment, dire oui, oh mon Dieu, le bulldozer, ce moment, oui, c'était vraiment un bulldozer. Et je me souviens en fait que en octobre, novembre, décembre 2022, quand c'est arrivé, j'ai passé 3 mois ou environ 8 semaines, quelque chose comme ça, donc d'octobre à décembre, presque immobile dans mon appartement. Donc je m'en souviens très bien. Oui, j'ai été mise en arrêt maladie, c'était trop dur. Et puis, je me suis fait du thé. Oui, je me suis assise sur le canapé et en fait, je fixais juste le mur parce que c'est comme ça que je me sentais. Vous souvenez-vous de ces objets qu'on ramenait autrefois de vacances? On la secoue, il y a de la neige dedans et il faut attendre qu'elle retombe. Oui. Et j'avais vraiment l'impression que quelqu'un avait secoué ma vie comme ça et que maintenant, toute cette neige devait retomber d'une façon ou d'une autre et que je dois juste attendre que ça se dépose. Oui, pour pouvoir comprendre ce qui s'est passé. Oui, la plupart des gens ne peuvent même pas s'imaginer ça. J'ai seulement vu un shitstorm chez ma partenaire, c'était sur LinkedIn, c'était rien du tout comparé à ce que vous avez vécu. Et j'ai vu des gens devenir tout pâles et être sur le point de faire une crise de panique, alors qu'il aurait suffi de supprimer le post. Et pour vous, tout était public. Je crois qu'il y a eu plus de 200 articles écrits sur vous qui étaient assez négatifs. Et des collègues avec qui vous travaillez se sont immédiatement distanciés de vous. Donc je connais cette forme de « je comprends le traumatisme que vous avez traversé ». Y aura-t-il une phase où vous serez idéalisé ou vu comme quelqu'un de normal? Ou, comme lors de la première réhabilitation, on dira « Madame Géraud était en avance sur son temps, elle posait des questions critiques incomprises, mais aujourd'hui, son travail scientifique a du sens. Pensez-vous que cela arrivera bientôt ?» Je peux très très bien m'imaginer la traumatisation qui s'est produite là. Je peux très très bien m'imaginer la traumatisation qu'elles ont subie là-bas. Donc tout ce qui se passe en ce moment, ça grince de partout dans la charpente. À ce stade, je ne peux vraiment que recommander le livre d'Emmanuel Todt, Le déclin de l'Occident. Je l'ai rencontré à la foire du livre de Francfort il y a 2 semaines et j'ai aussi tourné une vidéo avec Emmanuel Todt en français. Les sous-titres sont prêts, la publication chez West End arrive bientôt. Je vous encourage vraiment tous à l'écouter, donc si vous ne voulez pas lire le livre, vous pouvez peut-être regarder ma vidéo avec Todd. Mais ce que fait Todd là, c'est aussi d'analyser statistiquement le nihilisme américain, de le déconstruire et de montrer dans quel système fragile et précaire nous vivons, qui ne tiennent plus que sur des pieds d'argile. Oui, que ce soit l'Union européenne, les États-Unis ou la guerre, tout cela. C'est un moment de l'histoire. J'ai maintenant 60 ans, j'ai rarement vécu de tels moments, c'est sûr que 89 en était un quelque part. La crise bancaire a été un choc, un vrai coup dur pour le système, ici comme ailleurs. Bien sûr, aussi ici pour la communauté Bitcoin qui disait à l'époque « Si vous sauvez les banques avec l'argent public, il nous faut une autre monnaie ». Oui, c'est justement à ce moment que les Bitcoins sont arrivés, ce que je trouve très intéressant.
Mais je crois qu'en ce moment, il se passe vraiment quelque chose. Oui, donc je suis là aussi maintenant. Ce n'est pas que je veuille idéaliser les pays des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, mais nous sommes en train, pour ainsi dire, de glisser dans ce que j'appelle un monde post-atlantique. Oui, d'accord. J'ai souvent été en Amérique, donc je ne suis pas anti-américaine. Vous pouvez le dire jamais. Oui, je connais l'Amérique, et pas seulement New York et Washington, mais aussi le Kansas et le Missouri. Je ne sais pas où, j'ai été partout, même à Phoenix en Arizona et ailleurs, oui. Donc en ce sens, il y en a. Cette position hégémonique, ce moment unipolaire, touche à sa fin. Oui. Et la question est, et là-dessus, Todd est très bon, c'est en fait seulement la question. Comment la puissance américaine, qui était dans cette position hégémonique, va-t-elle gérer le fait qu'elle est maintenant en train d'être retirée de sa puissance hégémonique dans ce monde multipolaire que nous créons? C'est aussi ce que dit Daniele Ganser, avec qui je suis également. Petit rappel sur Spotify, j'ai aussi une émission qui s'appelle European Citizens Radio. Ce ne sont que des podcasts et pas des vidéos. Mais là, j'ai eu une conversation avec Daniele. Je trouve ça assez drôle. Il joue Monsieur Nato et moi, Madame Briggs. Oui, c'est un peu ça. En fait, la question est maintenant, quel est l'enjeu pour l'Europe? Donc, si nous disons que nous entrons dans un monde post-atlantique, ma question est, où post-atlantique? Briggs, un monde multipolaire. Ma question en tant que spécialiste des études européennes est la suivante. Quelle est alors la place de l'Europe ou le rôle de l'Europe dans ce monde multipolaire? L'Europe souhaite-t-elle se former pour ce monde? Oui ou non? Oui. Peut-elle se former? Veut-elle s'émanciper? Quel rôle veut-elle jouer? Veut-elle se référer à sa propre civilisation, donc aussi à son histoire intellectuelle, à ses idées? Nous croyons être l'Occident, mais c'est en réalité une structure hybride, mêlant Starbucks et Hollywood. Aucun lien avec la culture européenne. Oui, la culture européenne, c'est Chabrol, Pasolini, le café italien, pas Starbucks, etc. Comprendre que la civilisation européenne diffère de la culture occidentale serait déjà essentiel. Oui, et c'est en quelque sorte mon travail. Maintenant, c'est intéressant, vous parlez de mon travail scientifique. Oui, je me demande bien sûr que c'est un travail scientifique. Par exemple, j'ai mené un projet de recherche à la dernière université sur le rôle des régions en Europe et là nous avons mené des enquêtes très empiriques. Nous sommes allés en Belgique de l'Est, en Andalousie et en Bavière et nous avons interrogé les députés régionaux. Comment aimerais-tu être représenté en Europe ? Nous avons mesuré la participation régionale à la gouvernance de l'Union européenne. On peut consulter cela, c'est-à-dire www.regiopal. L'Union européenne était un projet de recherche à plusieurs millions. Donc j'ai aussi fait de la recherche, oui. Mais la République européenne est un chantier théorique et un chantier normatif. La question est, souhaitons-nous une Europe démocratique? Si oui, quel concept utiliser pour la définir? Le concept de citoyen, le concept de ville, le concept de dignité, le concept de république, republica, le concept de... Ce n'est pas, pour ainsi dire, une science au sens des chiffres et des faits, non, mais plutôt une élaboration d'idées théoriques et normatives. À dire, lorsque nous regardons ce continent et que nous réfléchissons à la façon dont nous voulons le façonner, peut-on le façonner autrement avec nos concepts de démocratie qu'avec la gouvernance de l'Union européenne? C'est tout ce que je voulais dire. Et puisque nous sommes déjà en train de donner tous ces petits indices, mais avant Noël, je viens de le remettre avant de prendre le réseau express régional pour venir vous voir. Mais beaucoup connaissent peut-être ce texte avec des enfants, qui concerne la théorie du cœur d'enfant. Oui, vous connaissez cela. Non, Halford Mackinder. Halford Mackinder était un Britannique, un géographe britannique, qui a prononcé un discours en 1904 au Royaume-Uni. Elle s'appelle la soi-disant théorie du Heartland. Et cette théorie du Heartland dit, en fait, vue depuis la puissance maritime, la Grande-Bretagne. Ce continent eurasien, il a en quelque sorte en son centre une région à peu près là où se trouve aujourd'hui l'Ukraine. Oui, c'est là que la terre est la plus fertile, Crimée, Odessa, etc. Et nous devons accéder à la puissance mondiale, c'est le sous-titre. Nous devons avoir accès à cette bande de la masse continentale eurasienne, car celui qui y a accès régnera sur le monde. Donc, et ce texte, c'est maintenant l'Occident, enfin un texte ancien de 1904, une autre époque, une autre géographie, voilà. Mais ce discours, disons un peu dépassé, de 30 pages, je devais maintenant le présenter avec une nouvelle préface.
Je viens de rendre cette préface, qui sortira chez West End avant Noël. Je vous dis cela car on peut tracer un fil rouge, comme je l'ai fait dans ma préface, entre la théorie du Heartland et les événements en Ukraine. C'est en quelque sorte l'accomplissement. Que maintenant, tout à coup, si nous disons que l'Empire britannique s'est délocalisé à Washington, parce qu'ils n'ont pas réussi à le faire seuls, oui, et maintenant, ils s'emparent précisément de ce morceau de terre. Oui, je trouve le texte très actuel. J'ai d'ailleurs tenté, dans ma préface, de le replacer dans l'actualité. Mais là, on s'est déjà un peu éloigné du sujet, du bulldozer et de la réhabilitation. Peut-être que je vais juste dire, c'était dur. C'était vraiment dur. Mais, et j'en ai aussi eu besoin, donc j'ai aussi, je crois, peut-être que je peux encore faire ce point. Donc, le moment où je vous parle maintenant, et maintenant, c'est vraiment maintenant, ici, oui, avec ce gâteau que vous m'avez gentiment apporté et tout ça, je crois que pendant un an, comment le formuler? J'ai été traumatisée et je pense que j'étais sous le choc. Et ce qui est intéressant, c'est que vous ne vous en rendez compte que lorsque c'est fini, vous ne le réalisez que quand c'est terminé. Et cet été 24, j'ai vraiment passé un très bel été. J'étais en France, en haut de la montagne, et je suis redescendue, oui, de la montagne. Et j'avais moi-même un peu le sentiment que on sentait une différence. Oui, j'étais sortie d'un mode crise, comme le disaient les psychologues, quand on vous enlève votre existence, c'était la reconnaissance financière, la famille, la femme, tout est parti. À 60 ans, c'est déjà la récolte de la vie qui disparaît. Oui, il faut vraiment l'imaginer. J'ai étudié ou souhaité étudier à l'université de Bonn et j'y retournerai peut-être un jour. Parce que je ne devais pas seulement devenir professeur, mais aussi parce qu'il s'agissait de diriger un institut pour l'Europe. Oui, donc le Centre d'études et de recherche sur les qualifications Sandra Ernst Robert Curtius à l'université d'excellence de Bonn, un institut de recherche sur l'Europe devait être créé. Je devais le diriger en tant que co-directrice. Et j'étais ravie à cette idée. Oui, voilà. Et maintenant, ce qui est drôle en fait, c'est que sur le site web de cette université de Bonn, il y a même écrit Centre d'études et de recherche sur les qualifications avec cet institut, n'est-ce pas? La mission de cet institut est de réfléchir, au-delà des hypothèses paradigmatiques du XXe siècle, au rôle de l'Europe dans le monde pour le XXIe siècle. Oui, quelque chose comme ça. Ensuite, je me suis dit que dans ce livre sur le jeu final, c'était exactement ce que j'avais fait. En fait, j'ai simplement essayé de répondre à l'exigence de repenser l'Europe au-delà des hypothèses paradigmatiques du XXe siècle. Et puis, ironiquement, c'est justement à cause de ce livre, sous des prétextes, et à mon avis, c'est encore au tribunal d'en décider. Être renvoyé de l'université, c'est bien sûr un double choc. C'est aussi intellectuellement d'abord le choc de se dire que si je fais exactement cela, c'est-à-dire penser autrement, alors ça ne marche pas d'une certaine manière, ou du moins pas à l'université. Mais c'est exactement ce qui est arrivé à Daniele Ganser aussi. Et en ce sens, c'est peut-être tout simplement la quintessence. On peut bien penser, mais alors il faut se penser soi-même. Sans terrain, privé Hannah Arendt de cet espace de liberté, et probablement qu'on ne peut justement pas le faire dans le système, pas dans le milieu scientifique, pas dans le système universitaire. Penser autrement implique de former cette pensée à l'extérieur, où elle peut devenir puissante. Oui, et probablement qu'ensuite cela peut entrer dans l'université. Alors, je pense, mais c'est, je crois, le chemin. Il faut passer par l'extérieur, grandir, devenir adulte. Ensuite, bon, ça va. Avec un peu de chance, cela pourra se stabiliser ou continuer. Puis revenir dans un cadre universitaire où la nouveauté pourra aussi s'installer. C'est comme ça avec chaque théorie. Enfin, je veux dire, excusez-moi, Galilée qui a dit que la Terre tourne quand même, et il a fallu encore 300 ans à l'Église catholique pour en arriver là. Donc l'idée, et qu'a dit Galilée? Il a dit, et pourtant, elle tourne. Mais il a abjuré, il a renié sa théorie pour ne pas tomber entre les mains de l'Inquisition. Et en sortant, il a encore murmuré, mais elle tourne quand même. Avant-hier, j'ai rêvé que Donald Trump, avec Elon Musk, nous mènerait dans une nouvelle ère technocratique. Qu'en pensez-vous? Est-il l'homme qu'il faut? Je ne suis pas américaine et je ne vote pas là-bas. Seules les choses ayant un impact sur moi en tant qu'Européenne, si Trump fait X ou Y, pourraient m'intéresser. Pour moi, il y a essentiellement, disons, 4 choses. La première, c'est l'Ukraine. C'est justement dans la conversation que
Orban a eu avec Gerhard Schröder et Roger Köppel de la Weltwoche, qui vient tout juste de paraître. Orban a apparemment téléphoné à Trump. Il y a eu apparemment une conversation téléphonique au cours de laquelle Trump aurait dit quelque chose. S'il était élu, il mettrait fin très rapidement à la guerre en Ukraine. Disons qu'il le fait, alors... Je serai partie. Alors je suis là avec mon Europe, avec ma République européenne et avec ma belle carte de 1534 et je dis merveilleux. La frontière de l'OTAN sera retirée, l'Europe redeviendra entière. Nous, les Européens, établissons un ordre de paix avec la Russie. Cela signifie que si la guerre en Ukraine, encore une fois ici la théorie du Heartland, si tout cela n'a pas lieu en tant qu'Européenne, j'ai seulement une chance de façonner politiquement ce continent de manière européenne. C'est ce que je souhaiterais. Pour cela, je souhaiterais Donald Trump s'il tient sa promesse concernant l'Ukraine. La situation est déjà différente pour Israël. Donald Trump a transféré l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem lors de sa dernière présidence, ce qui était une provocation. Il s'est exprimé clairement sur Israël, affirmant qu'il aiderait Israël à bombarder l'Iran. En tout cas, c'est un génocide. Gaza. Je n'ai rien entendu de la part de Donald Trump à ce sujet. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Quant à la rhétorique de Donald Trump, bien sûr, elle est complètement belliqueuse. D'autre côté, je le trouve très non conventionnel en tant qu'homme politique, parce qu'il a tout simplement une biographie différente. Parce qu'il a d'abord été entrepreneur, puis peut-être une star des médias avec son émission, et qu'il est arrivé en politique avec cette naïveté. Donald Trump s'est rendu en Corée du Nord, chez Kim Jong-un, pour mener des discussions. Il est allé en Iran pour y mener des discussions. Il s'assoit à table avec les gens sans mur de séparation sectorielle. Et c'est d'abord à considérer comme positif. Et ce que vous venez de décrire à propos de Gaza, cela correspond en fait plutôt à cette administration Harris-Biden d'une certaine manière. Et je crois que les gens auraient plus de respect pour Donald Trump. Et il pourrait peut-être nous conduire plus facilement dans cette nouvelle ère. Cette nouvelle ère existe depuis longtemps déjà. Bill Gates a rendu l'intelligence artificielle technocratique pire que la bombe atomique, et en fait nous sommes en plein dedans. Elon Musk, par exemple, semble prédestiné à nous guider vers cette nouvelle ère, parce que vous venez de beaucoup parler de rupture, que le monde est en train de changer en ce moment, et ainsi de suite. Cela pourrait être le début de ce nouveau monde technocratique. Peut-être que la rhétorique d'un bulldozer nous conduit davantage vers ce nouveau monde, c'est-à-dire qu'on se détache complètement de l'ancien d'une certaine manière. Et le monde ne s'est pas effondré. Sous Donald Trump, 20 phrases jusqu'en 2020, on fait toujours comme si Donald Trump gouverne, le monde va s'effondrer. C'est le plus grand va-t-en-guerre, c'est un fasciste et c'est un nazi. Mais souvent, nous attribuons à notre adversaire des termes que sont diffamatoires, pour détourner l'attention de nous. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Le courant dominant ridiculise toujours Donald Trump, le caricaturant avec sa perruque, ses cheveux jaunes et affirmant qu'il ne sait rien, qu'il est juste un bulldozer, ou irrationnel, et ainsi de suite, exactement comme on décrit Poutine. Lui aussi, il est démoli. Décrit comme irrationnel. Donc irrationnel, c'est aussi une étiquette. Les gens irrationnels, alors que Poutine n'est pas du tout irrationnel. Et la question est, Trump est-il vraiment irrationnel? Est-ce qu'il se met lui-même en scène? C'est une question à considérer. On pense qu'il est irrationnel, mais il est peut-être plus rationnel qu'on ne le pense. Et il ne fait que mettre en scène un énorme spectacle, et il a en fait un caractère de bulldozer, au point de jouer avec ça, pour ainsi dire. Ce sont des sujets dont on peut discuter, je suis d'accord avec vous. Je crois que j'ai encore posté quelque chose ce matin sur Facebook. Les bureaux de Paris. Alors, les sondages, c'est une chose. Les bureaux de Paris. Clairement, pour Trump, alors, si on regarde, il y a aussi une carte électorale de ces instituts de sondage, des chercheurs électoraux américains, ils sont clairement pour Trump. Donc, rien que le récit selon lequel nous aurions une élection serrée maintenant n'est apparemment pas vrai. L'avance de Trump selon les bureaux de Paris et d'autres instituts de sondage, donc des plateformes indépendantes, est bien supérieure à ce que rapporte la télévision. Je ne voulais pas non plus critiquer Trump, mais seulement évoquer fusil, migration, avortement, Iran, Ukraine et 2 autres sujets importants. Voici ceci. L'histoire du Bitcoin, la bulle technologique et bien sûr l'aspect économique. Et là, je crois vraiment que Donald Trump a aussi ce caractère de percée.
J'ai dit que pour l'Ukraine, j'étais partante car, en tant qu'Européenne, j'avais une chance de bâtir ma République européenne. La formulation est assez ludique. Pour l'Iran, j'espère, j'ai juste dit que ce n'est pas si clair qu'il puisse mettre fin à cette guerre. Et ainsi de suite. Reste le problème de l'État profond. Que peut-il faire, notamment l'État profond américain? Désormais, chacun sait qu'il existe des pouvoirs cachés et que des événements se produisent ainsi. La vraie question concernant Israël est, espérons que Trump pourra aussi mettre fin à cette guerre, et ce tout de suite peut-il... Les Israéliens ne veulent pas que cela continue. On ne peut qu'espérer que l'administration américaine revienne à un accord comme Camp David. Je dis simplement qu'Arafat était d'abord un terroriste avant de recevoir le prix Nobel. Donc que nous trouvions une solution à tout ce complexe, Hezbollah, Gaza, Iran, Liban... PAG, c'est vraiment terrible ce qui se passe là-bas. J'ai eu une fois Christophe Stauffer, c'est un ami français à moi, un historien dans les années 90 à Paris. En français, la phrase est toujours 3. Des histoires majeures sur le Congrès américain, les querelles allemandes et la question israélite. 3 choses déterminent en quelque sorte les événements mondiaux, la question israélite, les querelles allemandes, donc les différents germano-allemands. Le Congrès américain, que je trouvais assez drôle à l'époque, me revient maintenant. Nous avons abordé l'Ukraine, Israël et l'Iran. Passons à la bulle technologique et au van d'Elon Musk. Pour être honnête, je ne m'y connais pas vraiment. Il y a d'autres geeks qui sont vraiment à fond là-dedans et tout ça. Mais ce que je trouve intéressant, et peut-être comme indication pour ceux qui ne le connaissent pas, Adam Tooze est un ami à moi. Le professeur d'économie à Columbia, Adam Tooze, a un Substack et je le lis toujours. Il est en anglais, traduit en chinois et compte des millions d'abonnés. Super gars, très intelligent. Adam Tooze a récemment publié un article précisément sur Substack. L'élection de Trump déterminera si la Fed acceptera le Bitcoin comme monnaie de réserve. Je suis pas quelqu'un qui soit déjà profondément entré dans la bulle du Bitcoin. J'ai compris, ou du moins cru comprendre, qu'il s'agit d'une monnaie indépendante des banques centrales, donc décentralisée et sans structure de pouvoir. C'est justement pour cette raison qu'il est né de la crise bancaire, en réaction à celle-ci. Et ainsi de suite. C'est un instrument citoyen, une monnaie libre et non inflationniste qui ne peut financer de guerre car elle est plafonnée à 21 millions de bitcoins ou peu importe, je ne connais pas tous les détails. Vance, lui, qui évolue également dans ce milieu techno avec Peter Thiel, Elon Musk, etc. S'ils veulent vraiment l'imposer, ce serait une entrée dans un système décentralisé, donc basé sur les citoyens, démocratique et égalitaire, qu'on aurait alors déjà ancré à 1/3 dans la Fed. Mis à part cela, j'ai déjà parlé de Kazan, ce sommet de Kazan. Avec les pays tiers qui voudraient soi-disant maintenant une monnaie adossée à l'or, il faut voir s'ils ont assez d'or. Les Américains ont encore 8000 tonnes d'or. On ne sait même pas vraiment combien la Chine et les autres en ont. Je pense que les Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud misent aussi sur une solution crypto car on ne peut imaginer leur production économique basée uniquement sur l'or. Ce serait probablement une véritable percée vers une sorte de nouveau monde, entre guillemets, refonder Rome. Parce qu'à la fin, tout dépend du système monétaire, nous le savons bien. 1971, Bretton Woods, les Américains se retirent. Quelles en ont été les conséquences? L'une des conséquences a été par exemple l'euro, parce que nous avions le serpent monétaire, etc. Monnaie fiduciaire, 100 milliards fonds spéciaux, financement Ukraine. Tout cela ne sera plus possible, ou du moins plus aussi facilement. Et à quoi le remarque-t-on? Et là, Donald Trump m'intéresse aussi, bien sûr. J'ai bien sûr aussi vu que Kamala Harris, probablement après avoir lu la newsletter Substack d'Adam Tooze, s'est dit « Je dois aussi gérer cette bulle technologique ». Elle s'est aussi intéressée à cette histoire de Bitcoin. Et je trouve ça vraiment intéressant. Maintenant, nous arrivons à un autre point. C'est parce que Todd, j'ai déjà parlé de Todd tout à l'heure, Todd dit, et c'est la vraie caractéristique, personne ne le nomme vraiment. Au fond, nous négocions l'oligarchie. Contre le peuple, n'est-ce pas? Todd expose dans son livre des données montrant que les Américains ne sont plus vraiment une démocratie libérale, mais au mieux une oligarchie libérale, n'est-ce pas? A-t-il décomposé les données sur l'éducation, etc. en chiffres?
et que cette oligarchie s'est retirée. Et sa thèse, c'est qu'il explique, par exemple, dans l'entretien avec moi qui sera bientôt publié, au fond, l'oligarchie signifie la guerre. L'oligarchie veut la guerre parce qu'ils s'enrichissent, ils s'arment, chacun veut avoir plus. Mais comme les Américains, à travers leurs instruments oligarchiques, en ce moment, possèdent la richesse mondiale car l'aristocratie financière européenne l'a placée en Amérique. Ont-ils un pouvoir de chantage? C'est-à-dire que Todd avance un argument fort concernant le potentiel de chantage qui vient de la gestion de patrimoine. Parce que ce soit les élites chinoises, saoudiennes ou toutes les autres, elles ont en fait tout leur argent en dollars. Et il dit, à travers toutes les banques, peu importe qu'on regarde le Brexit, Marine Le Pen ou les partis dits populistes classiques, en fait, nous avons une division entre l'oligarchie et le peuple. Voilà le problème. L'oligarchie veut la guerre, mais pas la population, comme l'indiquent tous les sondages en Allemagne. D'après une étude Shell, 80% des jeunes refusent la guerre. Les jeunes hommes ne veulent pas y aller. Dieu merci, c'est super, c'est ce qu'on leur a dit pendant 70 ans, et maintenant, ils disent « Nous ne voulons plus de ça, nous allons faire autrement ». Et ensuite, on commence à raconter qu'il faut être prêt pour la guerre, et ainsi de suite. La Bundeswehr est présente à chaque arrêt de bus pour promouvoir sa formidable armée. Ce que je veux dire par là, c'est que cette histoire d'oligarchie du peuple est le grand sujet et il n'est pas abordé. Nous ne le racontons pas comme ça. Nous ne disons pas non plus que l'intelligence artificielle est peut-être un risque. Nous parlons beaucoup du changement climatique, de Vaughnis, des personnes transgenres. Et ce que je veux dire par là, c'est que cela aussi est un instrument de domination. L'instrument de domination consiste à décider des sujets qui suscitent notre indignation, nous énervent et nous poussent à nous attaquer mutuellement. Mais les véritables sujets, qui sont actuellement les moteurs des événements historiques mondiaux, à savoir cette histoire d'oligarchie, cette histoire des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, de l'Amérique post-atlantique, l'histoire des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, en quelque sorte, qui contrôle l'argent? Où l'argent est-il investi? Où ai-je un potentiel de chantage? Le Bitcoin peut-il changer cela? Ce sont les 3 sujets principaux, plus l'intelligence artificielle. Après avoir interrogé Generative Pre-trained Transformer à mon sujet, la question est aussi, quelle nourriture reçoit l'intelligence artificielle? Pour que Generative Pre-trained Transformer recrache exactement sur moi ce que tout le monde doit dire sur moi. Ce sont les 4 sujets. Et en fait, je suis d'accord avec vous que sur ces 4 sujets, on s'attend à ce que Trump soit vraiment une percée, quelque chose de différent. Je ne dirais pas que c'est sans risque et je ne veux pas non plus idéaliser cela. Mais on dirait que l'esprit du monde s'est justement posé là-dessus en ce moment et nous allons probablement vivre cela avec Donald Trump dans des dimensions tout à fait différentes qu'avec Kamala Harris. Vous mentionnez les forces oligarchiques soutenant Donald Trump. Comment les percevoir? Oui, il suffit de consulter le livre de Todd. Oui, mais il s'agit simplement de comprendre que la plupart des gens au Congrès sont tout simplement des milliardaires. Il s'agit du contrôle des richesses. C'est ce que Todd décrit assez bien. Alors, où sont-elles réellement placées? Et comment peut-on alors faire chanter des gens? Ça, c'est autre chose. Avant, on avait, je ne sais pas, un petit compte en Suisse quand on était un riche Français. Aujourd'hui, c'est les îles Panama, ou peu importe. Et ce qu'il décrit, et c'est très intéressant. Et donc, revenons encore une fois au phénomène Trump. Par qui est-il élu? Il semble qu'il ne soit pas élu par les femmes, révélant ainsi un écart entre les sexes lors des élections. Ouvrier, oui. La question est, nous en avons déjà parlé avec Israël-Iran. À cause de Gaza, il obtient le soutien des minorités ethniques qui réagissent peut-être de façon sensible à ce qui se passe en termes de nettoyage ethnique à Gaza. Je pense que c'est une question importante. Oui, mais on pourrait aussi supposer que parmi ces minorités de couleur, certains ouvriers votent pour Trump. Sinon, bien sûr, il a ses ouvriers, donc l'homme américain classique, en quelque sorte déclassé essentiellement. Et la question se pose bien sûr aussi en ce qui concerne la démocratie qui est en jeu face aux forces oligarchiques. Où va réellement se positionner Trump, disons, en matière de politique économique? Cela reste encore flou pour moi. Je n'ai pas bien compris. Après tout, il est aussi milliardaire, donc s'agit-il juste de remplacer un clan de milliardaires par un autre?
Hunter Biden, tout le bénéfice personnel tiré de l'Ukraine, tout ce qui s'est passé là-bas. Allons-nous donc, en quelque sorte, remplacer une clique corrompue démocrate par une clique corrompue de James David Vance, Elon Musk, ou peu importe, de la bulle technologique? Oui, ou est-ce que ce sera parce que oui, Trump? Je n'ai pas encore compris, il faut que je relise Adam Tooze pour vérifier s'il a écrit là-dessus. Ou alors, est-ce que nous, parce que Trump représente au moins l'image des déclassés, ceux à qui il veut donner une voix, ceux qui sont maintenant, donc ceux qui ne sont pas ou qui sont en quelque sorte contre Washington, ceux qui sont contre le fait d'être gouvernés par quelqu'un. Il y avait aussi cette chanson sur Internet récemment. Je n'arrive plus à me souvenir où ce type s'est mis là, comme ça. People Northern from Virginia, c'était vraiment une chanson très émouvante. Un gars typique américain country, debout avec une guitare, chante « The People Northern from Virginia ». Cela faisait référence à Washington et à tout son complexe, donc The Beltway. J'y ai vécu, je connais le Beltway, j'ai habité près de Dupont Circle sur Mass Avenue. C'est vraiment chaque bâtiment, pour ainsi dire, c'est là que tout se passe. Et quand on va déjeuner là-bas et qu'on voit les gens, c'est vraiment ce genre de repas. Ce que Todd vient de dire, c'est que ce Beltway, disons ce groupe de Washingtoniens, appelons-les une clique. Argument quoi? Ce que Todd met en avant, que ces élites n'ont plus de lien avec le pays et ne se demandent plus qu'est-ce qui est bon pour le pays, qu'est-ce qui est bon pour mes citoyens, et que ces élites ne sont plus non plus responsables envers le pays. Il dit que Todd fait le changement en 1965 et dit jusqu'en 65, les élites subissaient un système fiscal où elles payaient 70 à 80% d'impôts. Nous avons tout oublié de cela, qu'en fait, jusqu'au début, au milieu, voire à la fin des années 70, même les Américains riches payaient presque 70 à 80% d'impôts. Et les riches l'ont fait aussi. Faites-le pour votre pays. Ou, par exemple, ils envoyaient aussi leurs propres enfants à l'armée. Mais aujourd'hui, l'armée est privatisée et ce sont surtout les soldats noirs qui sont payés pour faire le sale boulot quelque part. La classe oligarchique super riche s'est-elle retirée quelque part dans des paradis fiscaux? C'est-à-dire, c'est en fait le concept de démocratie simulée, parce qu'une oligarchie libérale n'est justement plus une démocratie libérale. Et comprendre cela, c'est justement là le problème. Nous avons pris l'habitude, même en Europe, de voir les États-Unis comme un vieux père et une grande démocratie libérale. Ils veulent toujours notre bien, ils nous ont protégés, etc. Et les chiffres que Todd nous présente disent en fait, les Américains auxquels vous pensez ou que nous voyons ne sont plus ceux auxquels vous pensez. C'est comme nous, en Allemagne, nous croyons toujours que nous sommes le pays du miracle économique, n'est-ce pas? Mais ça fait 30 ans que ce n'est plus le cas. Et de la même manière, les Américains ne sont plus le pays dont nous croyons qu'ils le sont. Oui, donc Kennedy, Clinton, peu importe. Le mythe Rockefeller, tu peux devenir millionnaire en partant de cireur de chaussures. Tous ces récits ont été déconstruits. Pour moi, la vraie question est de savoir si Trump, au-delà de la bulle technologique et de la fin de la guerre, et ce dont nous venons de discuter, s'il a vraiment la volonté sincère, pour ainsi dire, de réparer la démocratie et de sortir lui-même de la bulle oligarchique. Et même s'il avait cette intention, supposons-le, qu'il dise « Je suis le représentant des gens de la classe moyenne blanche, des ouvriers », et qu'il le fasse alors. La question est, le veut-il vraiment ou en fait-il partie? Après tout, lui aussi est un milliardaire et très endetté. Il tente, sans cesse, par divers moyens, de lui faire de la place. Est-ce qu'il le veut? Donc aurait-il un droit de réparer la démocratie? Et comment s'y prendrait-il? Et s'il le voulait, pourrait-il le faire? Je pense que pour moi, c'est une question, non? Vous venez d'évoquer la démocratie contre le contrôle technocratique. Façonner le récit politique du futur se fera à l'aide de l'intelligence artificielle. C'est un multiplicateur pour les dirigeants. La couverture médiatique du futur sera-t-elle aussi unilatérale? Nous débattons du climat, des personnes transgenres et ainsi de suite, mais nous ne débattons pas des deux principes structurels de notre époque. L'oligarchie contre le peuple et le contrôle par l'intelligence artificielle. Le contrôle neuronal, peu importe, donc le contrôle par les algorithmes. Cela signifie d'une part une mathématisation et d'autre part une normalisation complète de nos discours. Parce que
Si ChatGPT me donne ce que je veux, alors c'est évidemment très problématique quand parfois je fais défiler sur TikTok. Il ne s'agit pas seulement de ChatGPT, mais maintenant ChatGPT crée aussi des logos où tout ce qu'ils font tous, on ne peut pas faire plus normé que ça. Par exemple, moi, je veux aussi lancer mon propre format YouTube et je l'ai appelé Esprit européen, d'accord? L'esprit européen, parce que je pense que c'est ce qui manque en ce moment. Ensuite, j'ai demandé à ChatGPT créer une image de l'esprit européen. Et puis j'ai reçu une image complètement absurde où tout est dessus. La femme sur le taureau, donc ChatGPT a déjà compris, femme, taureau, étoile, bleu d'une certaine manière. Et l'image avait l'air tellement artificielle que je me suis dit, heureusement, vraiment. Et puis j'ai demandé à une amie de Neuss qui sait très bien peindre à l'aquarelle, tu peux me peindre un petit logo, Esprit européen. Elle m'a fait un logo vraiment mignon. Donc ce que je veux dire, c'est que la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on nourrit et qu'est-ce que ça produit et comment les discours sont-ils normalisés? Je dirais qu'on en est déjà à 84. Donc on retrouve toutes les caractéristiques de ce roman orwellien. Le ministère de la vérité, la déformation du langage, la distance est le nouveau rapprochement. La paix est désormais quelque chose de mauvais. Comprendre, c'est mal aussi. Penser, c'est mal aussi. Remettre en question, c'est mal. Cela signifie que nous nous débarrassons de nos structures de pensée, c'est le plus important. Nous nous débarrassons de nos structures de pensée. Quelle réalité est-ce que je perçois? Alors si maintenant Meta vient encore avec ses lunettes, l'aspiration vers une autre réalité sera énorme. Je pense que c'est ce qui nous attend. C'est dans l'air, il faudra traverser cela d'une façon ou d'une autre. Donc je suis vraiment partante. On ne peut de toute façon pas arrêter la technologie, que nous en fassions un instrument et que nous l'utilisions. Mais si nous parlons d'Internet, de la technologie, du pouvoir d'interprétation et ainsi de suite. Si nous voulons utiliser cela sans en devenir dépendante, sans tomber dans une forme de soumission et sans croire aveuglément ce que ChatGPT me donne ou me crache, alors j'ai besoin de moi-même, de ma raison, de mon intuition, de mon ressenti, de mon toucher, de mon monde, c'est-à-dire de mon regard sur le monde. Cela veut dire que j'ai besoin d'un rapport analogique. Et plus je glisse dans le monde numérique de l'intelligence artificielle, plus on me présente une réalité que je ne peux plus comparer à la réalité analogique. Et je trouve ça déjà dangereux. Alors, regardons des choses complètement différentes. Oui, nous nous sommes donc habitués à ce que tout soit beau. Nous nous sommes aussi habitués à ce qu'Internet nous adoucisse constamment. Alors, maintenant, je regarde totalement mes propres vidéos. Je me vois et je me dis, tu as une si belle peau. Le soir, devant le miroir, en me démaquillant, nous ne sommes plus habitués à voir ce qui n'est pas beau. Nous sommes toutes botoxées. Les surfaces y sont toutes lisses et éclatantes. Donc, tout est toujours beau. Et la question pour moi, c'est vraiment, comment pouvons-nous encore réussir à vivre dans un monde analogique où il y a de la saleté, de la crasse, des boutons, je ne sais pas, des rides et ainsi de suite? Qu'est-ce qui nous arrive dans ce cas-là? Qu'on a une rupture, qu'on ne peut plus ou qu'on ne veut plus voir le monde, la réalité telle qu'elle est, parce qu'on doit toujours avoir une surface par-dessus, une surface numérique qui me normalise, harmonise et adoucit, etc. Qu'est-ce qui nous arrive? Donc, qu'est-ce qui nous arrive pour que nous ne soyons plus capables d'affronter la réalité? Ce sont des questions philosophiques importantes auxquelles nous ne pouvons pas répondre non plus, mais je trouve cela vraiment intéressant. Et ce que Todd, comme Todd, j'en ai beaucoup profité. Ce que dit Todd, c'est que nous sommes dans un état de nihilisme absolu parce que nous, en tant qu'Occident, avant toute chose, ce qu'on appelle l'Occident des valeurs, on pourrait aussi dire l'Occident de la consommation qui en a complètement abusé. Nous avons tous, d'une certaine manière, c'est ce sentiment de malaise que nous comprenons maintenant que cela ne peut pas continuer ainsi. Donc nous avons complètement échoué à ce niveau-là. Donc envers nous-mêmes et nos vraies valeurs. Donc nos vraies valeurs. François d'Assise, c'est le vœu de pauvreté. Ne pas prendre plus que ce dont tu as besoin, d'accord? Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, toute cette spirale de consommation dans laquelle nous sommes actuellement, ce n'est pas forcément, ça n'a pas vraiment grand-chose à voir, par exemple, avec les valeurs européennes. Et Todd déclara « Le nihilisme ambiant nous empêche de voir la réalité et nous fait sombrer dans l'irrationnel. Parce que sinon, nous devrions vraiment admettre notre échec. Et nous, en tant qu'Occident, nous n'y arrivons pas en ce moment. Et je trouve que c'est un argument très important parce que Todd dit « À ce moment-là, nous risquons que l'irrationalité devienne le moteur de l'histoire. L'irrationalité devient le moteur de l'histoire. Cela tient au fait que nous devons nier la réalité. Nous avons commencé par parler de ChatGPT.
Cela signifie que le déni de la réalité commence lorsque je ne veux plus la percevoir. Avec mes sens, je suis lucide. Être lucide ici signifie que cette table est chaude. La TSH, je suis lucide. Au lieu de cela, je me fie à une machine à laquelle je dis « donne-moi tel ou tel résultat », puis la machine me donne ce résultat, et ensuite je crois même ce que la machine me donne. Honnêtement, il n'y a rien de plus pitoyable pour une civilisation. Et c'est là, bien sûr, que réside le danger, ce qui ne veut pas dire que je nie l'espoir que, pour ainsi dire, cette super-intelligence... La question est de savoir s'il s'agit vraiment d'une intelligence ou simplement d'un super ordinateur. Donc, même l'intelligence artificielle, rien que le mot déjà, je ne vois pas pourquoi un ordinateur serait intelligent. Cela reste un super ordinateur qui, la plupart du temps, n'est pas intelligent. Donc là aussi, nous avons un instrument de pouvoir à travers le langage, en parlant maintenant d'intelligence artificielle, sans même remettre en question si cette chose est vraiment intelligente ou peut-être extrêmement déraisonnable. À mes yeux, c'est un super ordinateur que nous pouvons et devrions peut-être utiliser pour différentes choses, mais qui, en cas de doute, n'est pas raisonnable. Donc toutes ces choses-là, et il semble que nous n'abordions plus cela de manière philosophique. C'est pourquoi ce sont en fait les sujets que nous devrions discuter si nous voulons en avoir une. Je consulte maintenant mon livre « Si nous voulons rester une démocratie ». Une démocratie n'est pas mécanique, c'est l'interaction entre les personnes. Les êtres humains ne sont pas des rational choice. Ils font des erreurs, échouent, tombent malades, etc. Nous faisons preuve d'humilité devant la création, conscients de notre imperfection. C'est là que tout commence. La machine se dit parfaite avec des réponses parfaites, mais nous, humains, ne le sommes pas. Cela signifie que cette interface homme-machine est extrêmement problématique pour un processus démocratique. Comment souhaitons-nous procéder ? Voulons-nous vraiment confier notre démocratie à une machine et penser que ChatGPT aura toujours raison ? Là, je ne peux que dire « Oh là là, je rends les armes, je pars au monastère ». Ou alors, nous réfléchissons à la manière dont des notions centrales de la conception démocratique, comme le citoyen, la ville, la dignité, l'individu, etc., peuvent être préservées dans un contexte machinique. Pour moi, ce sont des questions qui ne sont pas du tout définies. Et parce qu'elles ne le sont pas, attirées par la machine, surtout les jeunes générations qui grandissent avec ça. Chaque enfant de 3 ans a une tablette et sait mieux l'utiliser que moi. Il faut aussi ajouter que si cela continue, nous aurons très bientôt des générations entières qui n'auront plus aucune expérience de vie analogique. C'est justement très important. Comment donneriez-vous de l'espoir à un jeune aujourd'hui ? Il arrive dans ce monde normé, ne connaît que le numérique. J'ai mené des sondages à l'époque. En classe de 4e, les jeunes avaient une consommation de téléphone portable de 10 heures en dehors de l'école. Plus les 4 heures de cours numériques à l'école qui s'ajoutaient peut-être. Et vous avez peut-être, c'est peut-être aussi une question de génération, parce que vous avez finalement connu un autre monde dehors, un monde tangible, vécu d'une autre manière. Comment trouver un bon équilibre et donner de l'espoir aux jeunes ? Parce qu'en fait, ils ne connaissent rien d'autre que le technocratique. L'espoir est toujours la dernière chose qui reste, oui. Et en quelque sorte, l'histoire de l'humanité repose toujours sur l'espoir, les rêves, la foi. Oui, ça c'est déjà la première chose. Et en fait, tout cela, c'est déjà espérer, rêver, croire. Hans Jonas la Hoffnung meurt seulement lorsque nous laissons la vie nous être enlevée. Donc, nous nous privons aussi de l'espace utopique. C'est ça l'humain, l'espace utopique. Nous espérons, rêvons, souhaitons, conscients que cet espace utopique restera hors d'atteinte. Mais nous persévérons malgré tout. Oui, mais c'est différent d'une machine qui propose une solution. C'est pourquoi l'espérance, le rêve et le désir humain comptent. Nous devons rester fidèles à cela et j'en suis convaincue. Donc, ma phrase dans ce moment de la conversation est toujours celle des Indiens Hopis. Un chef Hopi me l'a dite un jour. Le mal porte en lui les germes de sa propre destruction. Le mal porte en lui-même la semence de sa propre destruction. Alors je pense que tout ce métavers numérique est complexe sur le plan mécanique. Je ne dis pas que cela arrivera demain, ni que ce ne serait pas dangereux, ou que nous ne pourrions pas aussi l'utiliser, je ne dis pas ça non plus, mais c'est justement cela en fait la dialectique de Hegel.
pour ainsi dire, lorsqu'un système devient trop autoritaire, trop massif, trop orthodoxe, trop mécanique et que nous, en tant qu'êtres humains, devons nous y intégrer. Alors, je compterai tout simplement sur le fait que trop de gens s'en rendront compte et ne participeront pas. Cela ne signifie pas qu'ils ne doivent pas utiliser Internet, car il offre des solutions à certains problèmes. L'intelligence artificielle peut sans doute poser un diagnostic médical plus précis qu'un médecin qui peut se tromper. Le problème, c'est que dès que j'ouvre Internet, l'intelligence artificielle est partout. Donc, avec chaque algorithme maintenant, on peut aussi le ressentir. Moi, je peux encore le ressentir quand je l'allume maintenant. Ah, c'est comme ça que ça m'est présenté maintenant. On a vraiment l'impression que notre cerveau est guidé comme sur une piste de ski. Voilà, la piste de ski, c'est là que tu dois aller. Et j'espère vraiment que les gens le ressentent tout simplement. Alors, où est l'espoir ? L'espoir réside dans le fait que nous réapprenions à ressentir et surtout que nous apprenions que le ressenti et l'intuition sont les moteurs de l'existence humaine, n'est-ce pas ?
Ce qu'on fait aujourd'hui, Être reconnaissant. toujours, humilité et gratitude, discipline. Nous ne l'avions pas encore, mais nous avions déjà l'espoir, les rêves et les souhaits, ce qui est important. Alors, j'ai déjà cité le proverbe des Indiens Hopi, mais en fait, je ne veux pas être pathétique ici. Je n'ai pas non plus de recommandations à donner aux gens, mais je trouve en fait que... Je pense que la posture sur la tête est un bon exercice. Lire et être dans la nature sont de bons exercices. Et oui, la gratitude, la discipline et l'humilité sont de bons exercices. Alors, on est probablement un peu moins prêt à se laisser aveugler par une machine comme ça, n'est-ce pas? Je pense que c'est vraiment le débat que nous devons avoir en tant qu'humanité et la question est, restons-nous humains? Je suis clairement du côté de l'humain et je pense que nous le resterons. Oui, je le crois, je le souhaite et je l'espère. Madame Géraud, merci beaucoup pour cette conversation très inspirante. Il me faudra un certain temps pour tout assimiler. Sur le plan académique, c'était inégalable. Si c'est la nouvelle Géraud, les autres peuvent s'incliner. Cela m'a vraiment fait énormément plaisir. Je n'ai pas pu poser toutes mes questions, mais ce n'était pas du tout le but. J'ai surtout essayé d'entrer dans la conversation. Et oui, merci pour votre action et merci pour votre engagement. Oui, c'est à moi de vous remercier. Et je dirais peut-être pour conclure que je suis vraiment terriblement associative. Je m'égare parfois avant de revenir sur différents sujets. J'espère que cela ne vous a pas dérangé. Nous avons bien exploré le sujet. Je suis ravie d'avoir été avec vous aujourd'hui et d'avoir apprécié le gâteau et la reconnaissance. Merci beaucoup. Passons maintenant au cheesecake. Passons au cheesecake. Oh mon Dieu, haha. Merci. Merci.